qui vous semblent difficiles. Voilà, si jamais vous avez des remarques, d'accord. Mais alors, je commence par la première question. Donc, les différents types de bases de données NoSQL. Là, je pense que c'est simple pour tout le monde. Donc, quelle que soit la base de données non relationnelle, elle va appartenir à un type ou une famille. Et on distingue 4 grandes familles ou 4 types. Donc, les bases de données orientées colonnes, les bases de données orientées graphes, les bases de données orientées clés-valeurs et les bases de données orientées documents. Donc, pour la première question, c'est la réponse 3 qui est correcte. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Deuxième question, les bases de données NoSQL vérifient toutes les propriétés ACID, CAP ou alors aucune des réponses. Hein, d'après vous? Est-ce que vous vous rappelez des propriétés? Oui, madame. Trois propriétés, hein? Je n'ai pas entendu, Mortaza. Trois propriétés. Mais madame, le MongoDB, on satisfait seulement 2 propriétés. Et le MongoDB à Kaha ou à quelle que soit la base, on satisfait les 3 propriétés en même temps. Normalement, quelle que soit la base. Voilà, très bien, très bien. On a bien sûr l'exemple de MongoDB, mais le théorème, donc là, j'ai choisi un petit peu, très bien. Donc, le taille me dit aucune des réponses, c'est exactement ça. Donc, je rappelle un petit peu ces propriétés-là pour enchaîner avec ce qu'a dit Mortaza. Donc, on a le double cap, c'est AP, c'est cohérence, availability ou la disponibilité et partitionnement, d'accord? Donc, on a le P, c'est pour la distribution de données, le partitionnement, la distribution de données, c'est le fait de stocker les données sur plusieurs nœuds, plusieurs machines. Le A pour disponibilité, à tout moment, je dois avoir mes données qui sont disponibles et même hautement disponibles. Je peux, quand je lance une requête, je dois avoir une réponse. Et une réponse assez rapide avec de bonnes performances. Et la cohérence, c'est que puisque mes données sont réparties un petit peu partout, je dois avoir la même lecture à partir de n'importe quel nœud. D'accord? Donc, les propriétés C et A et P. Maintenant, on a sorti le théorème CAP. Surtout le théorème AV. Quel que soit, ce n'est pas propre à Mongo, quelle que soit la base, on ne peut pas satisfaire les 3 propriétés en même temps. On ne peut satisfaire que 2 propriétés sur les 3. D'accord? Par exemple, si on prend l'exemple de Mongo, puisque c'est ce qu'on a vu comme exemple de base. Le Mongo, il satisfait quelle propriété? Les 2 propriétés que satisfait Mongo. Je vais avoir C ou le P. Très bien. Le P pour partitionnement, c'est pour les bases de données les bases de données non-SQL vont toujours satisfaire le P, puisque c'est par définition une base de données non-SQL, la non relationnelle, est une base qui va être largement distribuée. Puisqu'elle est largement distribuée, donc mes données vont être partitionnées. Donc, le P dit maman au jour. Le P est la base de données non relationnelle. Il y a C, très bien. Il y a A qui m'a dit. Donc, je vais avoir soit des bases non relationnelles, soit des bases CP, soit des bases AP. L'exemple de Mongo, il est CP. On a fait le test, on a fait l'atelier charging. Le Mongo, il s'tenne que les nœuds synchronisent. Donc, on a écrit une requête pour synchroniser entre les différents réplicateurs. On a la partie charging, je rappelle cette partie-là. Au marque de synchronisation entre les nœuds, je diminue un petit peu la disponibilité. Ça veut pas dire que mes données ne sont pas disponibles, mais ça veut dire que j'ai privilégié, j'ai priorisé le C, la cohérence ou la consistance, sur la haute disponibilité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je ne peux pas avoir toutes les propriétés. Je rappelle que les propriétés acides, d'où comme sont propres aux bases de données relationnelles. L'acide, il est propre au relationnel. A, l'atomicité, C, cohérence, I, isolation ou D, durabilité. Et c'est des propriétés du relationnel. Et comme la donnée, elle a changé, la nature des données a changé. Donc, les propriétés acides, d'autres propriétés, qui m'a les propriétés cap, qui m'a les propriétés base, et l'équivalent
des propriétés acides, mais en non relationnel, d'accord? Les propriétés CAP sont valables aussi bien pour le relationnel que le non relationnel, d'accord? Pour les bases de données relationnelles, شو les deux propriétés à satisfaire pour le relationnel. Est-ce que je vais avoir le P pour partitionnement quand je suis dans le cadre du relationnel? Alors, une base de données relationnelle va satisfaire quelle propriété CAP? Vous faites un petit effort. Elle va satisfaire deux propriétés. Il y a le C. Et le non relationnel, il satisfait C ou le P. Je crois que les Murtada. Exactement. C ou le A. هما ثلاثة حروف. إذا كان في النون relationnel, c'est P et AP. Donc, le relationnel باش يكون C et A. علاش؟ على خاطر le P, le partitionnement, il est propre à la distribution des données اللي هي relative aux bases de données non relationnelles. D'accord? ما عنديش distribution au niveau du relationnel. Donc, je ne peux pas avoir la lettre P, la propriété P. Donc, ça va être le C qui m'a قالت Inès, suivi du A également. C'est clair? Les différentes propriétés. Voilà. Donc, la 3, la scalabilité horizontale, elle permet de faire quoi? Augmenter les ressources ou à la répartir les données ou à la lecture? Elle n'a aucune des réponses. Répartir les données, madame. Très bien. Donc, on distingue la scalabilité verticale et la scalabilité. Ça met deux types de scalabilité, le vertical ou l'horizontale. La scalabilité verticale, comme son nom l'indique, c'est le fait d'étendre, de faire une extension verticale de mes machines. Je m'en ai extension verticale, au niveau de la machine. Ça veut dire que je vais augmenter tout ce qui est RAM, CPU, etc., les ressources de ma machine. On a cette scalabilité verticale, elle va avoir des limites. Les limites au niveau du coût, mais également au niveau des performances. D'accord? Donc, avec Alish, on a de plus en plus sur la scalabilité horizontale, et le fait de distribuer les données, de répartir les données sur plusieurs machines. Donc, pour la question 3, c'est la réponse 2. Répartir les données. Alors, quatrième question, on va parler de modélisation. Comment passer d'un schéma relationnel vers une définition des différentes collections. Donc là, on nous donne un exemple, étudiant et formation. L'étudiant peut suivre plusieurs formations et une formation est suivie par plusieurs étudiants. Et donc, on nous demande quelles sont les collections possibles, Mongo. Est-ce que je définis une seule collection formation, une seule collection étudiant, deux collections étudiants et formation, ou elle a trois collections? Quelles sont les bonnes réponses? Quelles sont vos propositions? Allez, hein? Est-ce qu'on peut définir trois collections, étudiants formation et étudiants formation? Non. Murtada Non, madame. me dit non. Et donc, Taif me dit 1, 2 et 3 pour les bonnes réponses. B, très bien. On rappelle un petit peu quelles sont les possibilités. Donc, les experts du domaine, ont défini des bonnes pratiques plus que des règles. Oui, c'est pas vraiment des règles, mais des recommandations, on a des bonnes pratiques pour pouvoir définir les collections. Quel que soit le cas de figure, il n'y a que deux seules manières de travailler et de définir les collections. Soit on va travailler par imbrication, soit on va travailler par référence. Je m'en ai à imbrication. Ça veut dire que si je pars de deux entités, je ne vais pas traduire chaque entité par une collection correspondante, mais je vais plutôt un petit peu fusionner, une sorte de jointure entre ces deux entités-là, d'accord? Et je ne vais définir qu'une seule collection qui regroupe toutes les informations.
quand je vais lancer mes requêtes, je ne requête qu'une seule collection. D'ailleurs, on a l'exemple de personne, adresse, etc. Donc, même personne, il y a une entité personne et une entité adresse, etc. Mais je définis une collection MongoDB personne et une collection MongoDB adresse. Je peux faire une seule collection, j'imbrique toutes les informations, je fusionne toutes ces informations-là dans une seule collection personne et je requête cette collection-là. D'accord? Donc, c'est la première manière de travailler. La deuxième manière de travailler et de traduire mes collections, c'est de définir une collection correspondante à chaque entité. D'accord? Entité, je la traduis par une collection et je vais faire le lien entre ces collections-là à travers des références. D'accord? À travers les références, appel par référence, identifiant ou autre. Donc, les deux seules manières de travailler. Ou les experts, pour vous aider un petit peu à vous situer par rapport à ces deux méthodes de travail, il faut, par exemple, voir la multiplicité. Si je suis dans le cadre d'une petite multiplicité, l'imbrication est recommandée. Si plutôt je suis dans le cadre d'une grande multiplicité, c'est la référence qui est recommandée. Et en plus, ce qui va m'aider, c'est aussi l'utilisation et le besoin. Si j'ai une collection sur laquelle je vais énormément travailler et requêter, de préférence, je mets les informations et les hashtags au niveau de cette collection-là pour pouvoir l'interroger plus facilement. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas, selon le besoin et selon l'utilisation. D'accord? Donc, quand je regarde un petit peu l'exemple qu'on nous a donné, si je regroupe le tout dans une seule collection formation, c'est possible, ce n'est pas faux. Et les règles de modélisation me permettent d'avoir cette possibilité-là. Donc, c'est correct. Si je regroupe le tout dans une seule collection étudiant, c'est possible également. C'est une imbrication que je suis en train de faire et ça fait partie des règles et des recommandations de modélisation. Si je définis deux collections différentes, étudiants et formation, c'est possible également. D'accord? Là, je suis en train de travailler par référence. Par contre, il y a trois collections. Puisque je suis dans le cadre de many-to-many, donc en relationnel, je vais définir une autre entité, une troisième entité. Là, il n'y a pas d'équivalent en MongoDB pour définir une troisième collection. La dernière, elle est fausse. Il n'y a aucune règle, aucune recommandation, aucune indication sur cette forme-là, voilà, cette méthode-là. Donc, la dernière, elle est fausse. Les trois réponses 1, 2, 3 sont acceptées. C'est clair? C'est par rapport à la modélisation. Et voilà. Et cinquièmement, laquelle des requêtes suivantes va sélectionner les documents de la collection Recalls correspondant à la condition user ID inférieure à 42. D'accord? Donc, il y a find ou find one ou select. Donc, Lila m'a posé tout à l'heure la question, quelle est la différence entre find et find one? Qui pourrait nous éclairer sur la différence? Madame, find one va retourner un seul document, un seul résultat. Très bien. Et find, elle va retourner des documents selon la condition qu'on va indiquer au niveau de... Très bien, voilà. Donc, find one, comme son nom l'indique, un seul document, un seul. D'accord? Par contre, find, elle va retourner tous les documents qui vont satisfaire la condition qu'on a mis. D'accord? Donc, on veut retourner les documents. Donc, ça va être un find, voilà, un find one. Find, bien sûr. Donc, find one. Je ne veux pas retourner un seul document. Select manage au niveau de ça, c'est du SQL, ce n'est pas du MongoDB. L'équivalent du select, c'est le find. Donc, la réponse, la deuxième réponse, find. Inférieur, ça se traduit par l'opérateur $LT pour little then. D'accord? Donc, c'est la deuxième réponse. Pour la cinquième question, la deuxième réponse qui est correcte. C'est clair? Voilà. Le sixième.
Donc, pour supprimer le champ ID du résultat, je m'en ai supprimé du résultat. Donc, je supprimer, c'est supprimer de l'affichage. Le champ -ID, c'est un champ qui est unique. On a dit MongoDB, même si on ne le précise pas, il y a un object ID qui va être un identifiant du document, d'accord, qui va être unique. Et cet identifiant-là est par défaut affiché dans tous les résultats. Si je veux éliminer ce champ-ID de l'affichage et de mon résultat, très bien, je vais mettre ID 2.0. Exactement, ID 2.0. Voilà. Sélectionnez la bonne réponse pour afficher l'âge dans l'ordre décroissant. Alors, je vais afficher l'âge dans l'ordre décroissant. Je vais faire un tri par ordre décroissant. Donc, si je fais un tri, je dois utiliser quelle fonction? Sort, très bien. Donc, ça va être soit la première réponse, soit la quatrième réponse, puisque les ennemis sortent. شنو الفرق بيناتهم؟ واحدة âge 1 والأخرى âge -1. شنو الفرق بين âge 1 âge -1? Quelle est la différence? La première, c'est l'ordre décroissant. L'autre Très bien. décroissant. Voilà, la croissante, c'est la décroissante. Si je cherche à ordonner de manière décroissante, ça va être sort âge de point -1. Donc, ça va être la quatrième réponse pour la question 7. H1, c'est l'ordre normal, l'ordre croissant. D'accord? Mais la question 8, que fait la requête suivante? Donc, il y a une requête avec un update, la condition ID 2.1, ensuite set author top. Est-ce que cette requête-là va ajouter le champ s'il n'existe pas? Est-ce qu'elle va mettre à jour le champ? Elle n'a aucune des réponses, d'après vous. Mettre à jour à la fois, madame. Inès, elle me dit les deux. Mortada, tu me dis mets à jour. Oui. Ben, on rappelle un petit. Pardon, Lina? Les deux. Ben, voilà. On rappelle un petit peu la quête de mise à jour. Il y a plusieurs mises à jour en fait sur MongoDB. Il y a des mises à jour qui sont globales. Je n'utilise pas que le set avec, j'utilise juste un update. Je n'utilise pas l'opérateur set. Je fais un db, .post, .update, je mets ma condition. En bas, je mets les champs que je vais changer. Cette mise à jour-là, elle est globale. Mongo va écraser l'ancien document, toute la ligne va être écrasée et va être remplacée par la nouvelle insertion. D'accord? C'est une nouvelle insertion. Ça, c'est une mise à jour globale. Si je ne veux pas faire de mise à jour globale, je vais faire une mise à jour plutôt spécifique, plutôt sélective par rapport à certains champs. Je vais utiliser dans ce cas l'opérateur $set. D'accord? Si j'utilise cette opération, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec la ligne, le document contenant le nom Jean, ou Zedna salaire, on a changé au niveau de l'âge, etc. Quand j'utilise le $set, si le champ auteur n'existe pas, je n'ai pas de champ auteur, dans ce cas, il va l'ajouter. Donc, la nouvelle ligne va contenir les anciens champs, ou le nouveau champ auteur. Si le champ auteur existe, mais qu'il a une autre valeur, Salah, Mohamed, etc., et que je voudrais le remplacer par la valeur Tom, donc il va uniquement mettre à jour cette valeur-là. D'accord? Donc, les deux réponses sont correctes. Et on a fait le même exemple au niveau du cours, avec, comme l'exemple, Jean, âge 38, profession médecin, etc. On ajoute salaire, Mara sans 7, Mara avec 7, etc. On a fait plusieurs manipulations à ce niveau-là. Donc, le 7 me permet d'ajouter et de mettre à jour. D'ajouter si ça n'existe pas, bien sûr, et de mettre à jour avec la nouvelle valeur, si jamais ça existe. D'accord? B. Donc, pour envoyer 5 documents, donc, qu'est-ce que je vais utiliser, bien sûr? Je vais utiliser limite. Donc, limite 15, ou j'ai limite 5. Et puisque je voudrais avoir un âge qui est supérieur à 18, donc je vais utiliser le $GT. Donc, c'est la première réponse qui est correcte pour la question 9. Je pense que c'est clair, d'ailleurs. On a fait Kifa. Et 10. Quelle option doit être utilisée pour mettre à jour tous les documents? Voilà, je suis toujours au niveau de la mise à jour. Quelle option pour mettre à jour tous les documents?
multitrou. Très bien, multitrou. Allez, à la khater, la mise à jour au niveau de Mongo se fait ligne par ligne, document par document. Elle se fait uniquement sur un seul document. On voit que tu as l'exemple de Jean l'a inséré 3 fois, quand vous insérez le même nom 3 ou plusieurs fois. Et on a fait la modification. Le premier document, on a fait le test. Et justement, parce que la mise à jour fonctionne sur un seul document. Si je veux que ça soit généralisé et que ça soit multiple, une modification multiple, il faut ajouter le multi de point trou. Donc, pour la question 10, c'est la deuxième réponse. Voilà. Dans Mongo, le sharding peut être effectué de façon arbitraire, sans clé. Vrai ou faux? Vrai. Très bien, vrai. Alors, je rappelle, le sharding, c'est le fait de distribuer les données sur plusieurs machines. Cette distribution-là peut se faire soit avec une clé, mes données, je vais préciser à Mongo avec une requête explicitement, je vais lui donner par quel moyen il va partitionner mes données. Par exemple, il faut partitionner selon l'identifiant. Les documents entre 1 dans l'identifiant et entre 1 et 40, et voilà, 100, voilà, vont être dans la première machine. Les documents avec un identifiant supérieur à 100 vont être dans la deuxième machine. Et là, je vais lui donner un autre champ, ma clé de sharding, et lui dire, accème mes documents selon l'âge. C'est ce qu'on a fait en classe, l'exemple qu'on a fait en classe. Par exemple, les documents avec un âge qui est inférieur à 20 ans vont être au niveau de la première machine. Les documents avec un âge qui va être supérieur à 20 ans vont être au niveau de la deuxième machine, d'accord? Ça, c'est possible. Je donne une clé qui va être disponible et elle va être présente dans tous les documents. D'accord? Quel que soit, pas forcément l'identifiant, et là, je me coupe n'importe quel champ présent dans tous les documents. Et là, je ne précise rien au niveau de Mongo, de manière aléatoire, de manière arbitraire. Il va définir ses propres plages et il va décomposer les différents documents. Donc, voilà, la question 11, c'est la réponse vraie. 12, dans Mongo, un cluster est composé de quoi? Quels sont les types de machines dans un cluster MongoDB? Serveur de shard et routeur. Serveur, shard et routeur. Très bien. Donc, c'est la deuxième réponse pour la 12. Alors, je vais définir plusieurs machines. Donc, c'est pour mettre mes données. Alors, ces machines-là vont jouer des rôles différents. D'accord? Donc, puisque je vais répartir, on a le sharding, consiste à répartir les données sur plusieurs machines. Ces machines, elles vont jouer des rôles différents. Il y aura des machines qui vont stocker les données. Les machines shard, ça nous rend des shards, d'accord? Le rôle, c'est de sauvegarder les données, les blocs de données. Puisque chaque shard va contenir un bloc de données, un élément, un composant qui veille sur cette décomposition-là. Il est que les shards fonctionnent correctement, que le bloc qui va faire le monitoring, qui va faire le suivi. Donc ça, c'est le rôle du serveur de configuration. Le serveur de configuration va savoir chaque bloc de données où il est, chaque charte, qu'est-ce qu'il contient, est-ce que les chartes fonctionnent correctement ou pas, etc. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième élément, le serveur de configuration. Et on a dit aussi que l'application cliente, elle va communiquer avec les chartes. Donc, elle ne peut pas communiquer directement avec les données. Une application cliente ne va pas interroger directement les données. Il nous faut un intermédiaire qui va intercepter les requêtes et qui va acheminer la requête vers le shard adéquat. Et ça va être le rôle du routeur. Et les examiner dans notre atelier. Donc, la question 12, c'est la deuxième réponse. C'est clair, jusque-là, pas de question? Très simple. Dans MongoDB, le routeur communique avec
Donc, le routeur, il va communiquer avec quel élément? Char d'Akaha ou à la serveur de configuration Akaha ou à la char des serveurs de config. Les deux. Voilà. Il va communiquer avec les deux. Allez, le routeur, pour pouvoir récupérer le résultat d'une requête demandée par un client, il va aller vers le char qui contient les données à demander. Qui fait les données demandées, il va interroger le serveur de configuration. Il va communiquer le serveur de configuration. L'information. Le serveur de configuration va lui dire il faut aller par exemple au char de 1 ou elle au char 2, etc. Il va communiquer avec le char correspondant, il va récupérer le résultat, il va le restituer à l'application cliente. C'est clair? Voilà, voilà. Donc, c'est la réponse 3. Question 14. Dans Mongo, un réplica est composé de… Voilà, donc on dit quelle est l'architecture de mon réplica. Un nœud primaire et plusieurs nœuds secondaires. Voilà. Le premier mécanisme offert par MongoDB pour assurer la scalabilité horizontale, c'est sharding. Le sharding, c'est le mécanisme qui permet d'assurer la répartition des données et la scalabilité horizontale. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de réplica set. Je vais aller à réplica set. Je préviens la perte de données et j'assure la continuité du service et la haute disponibilité en faisant des copies de mes données. D'accord? Cet ensemble de copies, ça m'a un réplica set. Un réplica set, c'est un ensemble de réplicas, un ensemble de nœuds qui vont avoir les mêmes données. Et ces nœuds-là ne vont pas jouer le même rôle. Dima bishikoun andi un nœud primaire et au moins deux nœuds secondaires. Le rôle du nœud primaire, c'est de gérer tout ce qui est écriture. Toutes les opérations écriture passent par le nœud primaire. Les opérations de lecture, n'importe quel nœud, y compris les nœuds secondaires, bien sûr. Les nœuds secondaires vont synchroniser, ils vont faire des copies de ce que contient le nœud primaire, d'accord? Et on peut faire la lecture à partir de n'importe quel nœud. Voilà, très bien. Alors, dans un réplica set, un nœud arbitre peut devenir primaire. Non. Il faut un nœud arbitre. Donc, on a le réplica set, c'est au minimum un primaire, deux secondaires. À part ces nœuds-là, primaire ou secondaire, et là, c'est le minimum. Hein. Le basique, un réplica set, c'est d'avoir un primaire et deux secondaires. La réplica set. En plus de ça, je peux ajouter d'autres types de nœuds. Des nœuds hidden, des nœuds passifs, il y a d'autres types de nœuds que je peux configurer. D'accord? Je peux essentiellement configurer et définir un nœud arbitre. Le nœud arbitre, le rôle c'est uniquement d'intervenir pour l'élection. On a un primaire et deux secondaires. Une primaire il est primordial pour effectuer toutes les opérations d'écriture. Et à partir de ce nœud primaire, les nœuds secondaires chargent des copies. Sauf que si jamais le nœud primaire il a un problème, l'un des nœuds secondaires, par un mécanisme d'élection et de vote, il faut qu'il prenne la place, il remplace le nœud primaire. L'un des secondaires, il faut qu'il prenne la relève, ou il y a la primaire, il y a le nœud primaire qui a un problème. Le mécanisme d'élection et de vote peut être sujet à des problèmes. Mais je sais que un cas d'égalité, un cas d'absence de quorum, etc. D'accord? Dans ce cas, il nous faut un nœud supplémentaire qui va intervenir et qui va départager et qui va aider pour l'élection d'un nœud secondaire à la place du nœud primaire. D'accord? Donc, le rôle du nœud arbitre, ce n'est pas de stocker les données, il ne va jamais stocker les données, il ne va jamais être un nœud secondaire, il ne va jamais être un nœud primaire. D'accord? Donc, son rôle, c'est de s'assurer que l'élection se fasse de manière efficace. D'accord? Voilà. Question 16. Un index unique ne peut être créé que pour les champs à valeur unique.
Vrai ou faux? On y sait là, la question. Il n'y a pas de piège. Hein. Vrai. هو اسمه index unique. Je نحط unique true. علاش على خاطر je vais faire ça sur les champs qui sont uniques. Ou pour les champs, la question 17, pour les champs non nuls, je vais utiliser quel index? Sparse. Sparse, très bien. Donc, unique, c'est pour les champs uniques. Sparse, c'est pour les champs non nuls. Partial filter, c'est quand je vais indexer selon une condition. Je vais définir un filtre partiel. Je ne vais pas indexer toute la collection. D'accord? Je vais uniquement indexer une partie selon la condition que je vais mettre dans ce filtre-là. 18. Les opérations pour lesquelles les index sont efficaces. Search or find. Exactement. Donc, les index, chauffe le cours, et ils sont efficaces pour les opérations de lecture, jamais pour les opérations d'écriture. Donc, l'update ou l'insert, jamais, mais ils ne seront jamais efficaces pour la création d'index. L'index, il est coûteux en écriture. Par contre, il assure de très bonnes performances en matière de lecture. Donc, find et sort. Exactement, deuxième et troisième réponse. La question 19, l'année, on vous donne une commande et on vous donne un exemple de document. Un tableau keywords qui m'a chauffé, pollution, earth, animals and humans. Et on vous donne l'opérateur $and. Donc, en fait, il s'agit de comprendre l'opérateur qu'on a vu au niveau du cours, d'accord, au niveau de l'agrégation. Donc, $and, est-ce qu'il convertit le tableau en objet? Est-ce qu'il fait un tri? Ou est-ce qu'il va éclater le tableau? Il y a 4 documents distincts. نعم احنا هنا appliqué عنوان على الكيورد. Donc كل valeur في الكيورد بالعنوان va être un document. Très bien. Donc, c'est plutôt la troisième réponse. Hein. Il renvoie 4 documents distincts pour chaque valeur du keyword. Mais la deuxième, il ne trie pas le tableau. D'accord? Est-ce que tu parles de la... Est-ce que c'est une feuille? Tu as répondu deuxième réponse. Voilà, peut-être que tu as mal écrit. Donc, c'est renvoie 4 documents distincts pour chaque valeur du keyword. Un keyword fait 4 éléments. La 8, il va aplatir, il va éclater le tableau. Oui, recoller l'élément wahdo. C'est ce qu'il fait. D'accord? On a un exemple similaire au niveau du cours. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, dernière question. On vous donne une opération d'agrégation. Et on cherche l'équivalent en SQL. Hein. Alors, d'après vous, est-ce que c'est les mêmes? Les deux sont pareils, sauf que, par exemple, pour la première, est-ce qu'on est en train de sélectionner state ou city sum ou l'average de la population, ou là uniquement on fait une sélection sur la moyenne de la population? Voilà, comme a dit donc Taïef, je suis en train de faire uniquement un select sur l'average de la population. Donc, c'est la deuxième réponse qui est correcte. D'accord? Voilà. Donc, c'est concernant l'examen blanc de l'année dernière. Je pense que c'est assez simple. C'est pas difficile. Est-ce que ça vous semble saïb comme les questions sont difficiles à comprendre et à élaborer, voilà ça va? Vos feedbacks? Ça va. Ça va. Donc, je pense que c'est rapporté. Donc, pour l'examen, ça va être dans ce qu'il a des réponses uniques par rapport à tout ce qu'on a vu. Lisez bien les questions. D'accord? Il faut bien lire les questions. Et c'est tout. Ce qu'on a fait en classe, il est largement suffisant. Comme le devoir de révision qu'on a fait de l'année dernière, les années précédentes, amener l'examen avant les vacances. Donc, vous avez déjà un devoir de révision avec sa correction. Et vous avez ce devoir-là. Je mettrai l'enregistrement après. Comme ça, vous pouvez revenir à la correction
écouter l'explication. Et vous avez les ateliers, les harmonies en classe, les exemples, etc. C'est vraiment suffisant comme révision. D'accord? Donc, ne compliquez pas, vous n'avez pas à faire plus. Si vous avez bien assimilé ces parties-là, ça devrait marcher pour l'examen. D'accord? Oui, Voilà. d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Voilà, donc bonne révision à tous et bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir, madame. Journée.